difficile que nous traversons a forcé les gouvernements à couper dans leurs dépenses et par conséquent à se départir de toutes les activités qui ne sont pas normalement assumées par l'État. Mais il faut faire attention parce que la privatisation n'est pas nécessairement une recette miracle, même si on peut être tenté d'applaudir, a priori, devant une tendance semblable. Un bel exemple de ça, c'est Réservation Québec, une centrale téléphonique qui a été mise en place par le ministère québécois du Tourisme et qui a finalement été cédée à l'entreprise privée. Une centrale dans laquelle on a injecté des millions de dollars et qui vient de fermer ses portes, victime de la controverse. Un peu en retrait de l'autoroute, dans le prolongement de Val-David, l'auberge Au Vieux Foyer maintient depuis 37 ans la tradition hospitalière québécoise. Avec 3 chalets et 22 chambres seulement, l'aubergiste Michel Giroux ne peut se permettre une publicité internationale digne de tous les Hilton de la Terre. On fait de la publicité dans la région de Montréal, dans les grands journaux quotidiens, mais pour augmenter les gens qui viendraient ici à l'auberge, soit de la région de l'Ontario, des États-Unis, ça serait intéressant pour eux d'avoir un numéro sans frais puis d'être capable de nous rejoindre. On n'a pas les budgets publicitaires pour aller solliciter cette clientèle-là. Bienvenue à l'auberge du Vieux Foyer, ici Jean-Louis. Des auberges comme le Vieux Foyer, il en existe plusieurs centaines au Québec. Elles ont commencé à évoquer, il y a près de 10 ans, la mise en commun d'un système de réservation accessible sans frais, un numéro 1-800, dont elles partageraient les coûts. En 1986, les employés du ministère du Tourisme y ont vu une occasion pour informatiser l'ensemble des services touristiques québécois. Une entreprise énorme qui aurait pu coûter jusqu'à 20 millions. En période de restrictions budgétaires, on a pensé tout naturellement à l'entreprise privée. Approché en 1989 pour étudier la pertinence du service, le mouvement Desjardins y voit une occasion de rejoindre le petit monde hôtelier du Québec. Le ministère fait ensuite appel aux ordinateurs Tandem qui fourniront éventuellement les machines, puis à DMR, le plus important groupe informatique du Québec, qui développera les logiciels. Oui, d'une part, c'est le gouvernement qui a initié le projet. Au niveau de la recherche, dans un premier temps, c'est bien évident. Mais par ailleurs, il n'y a personne qui a été obligé quand même, qui sont allés de force dans ce dossier-là. Je pense que les gens, tout le monde était quand même légitime dans cette démarche-là. Et les gens, ils sont allés sur une base d'affaires. Il est évident que dans ce partenariat, celui qui apportait la connaissance du milieu touristique, de son fonctionnement, de sa petite politique, c'était le ministère, ce n'était pas les entreprises du secteur privé. Dès le départ, les partenaires auraient dû se méfier. Le ministère québécois du Tourisme, l'initiateur du projet, allait très rapidement s'en dégager. Je pense que le concept de fonctionnement de départ prévoyait un rôle beaucoup plus participatif dans l'opération de la centrale de la part du ministère du Tourisme. On prévoyait à l'époque, par exemple, que l'acte d'information touristique qui est déjà fait par le ministère et l'acte de réservation touristique auraient été jumelés et faits par les mêmes personnes à l'intérieur d'un même appel téléphonique. Georges Farah n'était pas ministre du Tourisme à cette époque. Il estime tout de même que son prédécesseur a eu raison de ne pas céder les activités d'information de son ministère. Je ne pense pas qu'on peut se permettre de privatiser cette fonction-là, compte tenu qu'au niveau économique, pour le gouvernement, c'est pas rentable, compte tenu qu'on a déjà 45 employés qui travaillent à cette fonction-là. Et deuxièmement aussi, c'est que de recueillir les informations pour pouvoir développer des créneaux, s'ajustant en conséquence des besoins des touristes, fait en sorte que c'est une fonction qu'il fallait garder absolument pour le gouvernement. Même sans cet apport du ministère, le projet paraît viable. En 1992, le ministre Valran l'annonce dans son livre blanc sur la politique québécoise du tourisme. La section québécoise de l'Association canadienne des agents de voyage réagit aussitôt avec colère. Louise Dufort en est la porte-parole. Cette centrale-là est partie sur une bien mauvaise base au départ, une base qui exigeait des subventions de la part du gouvernement et qui, subvention, veut dire effectivement taxes, impôts, qui viennent à même les poches, finalement, des commerçants. Alors, ça nous créait, finalement, une compétition subventionnée. Non seulement ça, ils avaient même obtenu, en plus des millions, ils avaient obtenu, finalement, le transfert de tous les appels de gens intéressés à réserver, automatiquement, eux, je veux dire, de quel droit,
eux, plus que finalement tous les commerçants déjà existants, plus que les 1000 agences déjà existantes, avaient obtenu toutes ces réservations-là comme ça par biais de contrat. Je veux dire, non, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. La vive réaction de l'ACTA surprend tout le monde. Je pense que les actionnaires ont été pris par surprise. Tout d'abord, au cours des études préliminaires, les travaux qui ont été réalisés n'ont pas été réalisés dans le secret. C'était généralement connu du milieu du tourisme qu'il y avait un tel projet qui était en train de se développer. La controverse va retarder de 9 mois le lancement de la centrale, ce qui augmente la facture de plus de 3 millions. C'est que le ministre Valera exige un consensus au sein de l'industrie. Cela impose des compromis qui vont diluer les chances de rentabilité. Les partenaires ont dû se contenter seulement qu'après avoir consenti tous les investissements à une entente que je qualifierais de diluée par rapport aux ententes de départ. Est-ce que vous avez l'impression de vous être fait avoir? Je crois que oui. Ouais. Début 93, Réservation Québec entre en opération. Auberge de which place exactly? Oui, c'est 50 $ pour la nuit pour 2 personnes. Merci, au revoir. 4 cappuccinos. Pour les hôteliers, c'est l'aboutissement de 10 ans d'efforts. Aller chercher un client qui viendrait dans les Laurentides chez un compétiteur, on fait juste échanger en tant que tel, mais on va vraiment chercher là, avec ce système-là de la nouvelle clientèle. C'est ce qui est intéressant. Pour le mois de février, je ferais aux environs de 2000 $. Les agents de voyage se plaignent parce qu'ils prétendent que ce service-là, ils sont là pour le donner et finalement qu'on leur faisait compétition. Oui, mais les agents de voyage, si vous allez à Montréal, Québec ou Sherbrooke, quand vous rentrez dans le local, vous ne voyez pas des beaux posters sur les Laurentides ou les cantons de l'Est. Ils vont vous vendre la République dominicaine, Cuba et toutes ces destinations au soleil-là. Il n'y a pas 2 % des gens qui utilisent les agents de voyage au Québec. Voyage Vacances Famille, bonjour. Les agences ne font que 2 % des réservations sur le marché local. Voilà pourquoi dans les Maritimes, en Colombie-Britannique ou en Ontario, où de telles centrales existent déjà, elles ont été perçues comme complémentaires aux systèmes internationaux de réservation et utiles pour rejoindre les petits hôtels. Mais certaines agences avaient quand même raison de se sentir menacées. You've got this hotel, for instance, which is right next to the main Château Frontenac, which is the major... Normand Paquette travaille pour l'entreprise Le Réseau, un service privé de réservation hôtelière déjà présent dans les bureaux d'information touristique du Québec. Pour lui, Réservation Québec, c'était bel et bien un compétiteur direct. C'était pour nous de la compétition directe et, selon nous, là, tout à fait déloyale, étant donné le mode de fonctionnement qui était privilégié et que leur fonctionnement était endossé par le ministère du Tourisme. C'était une concurrence déloyale pour nous. Ouais. C'est sur la plage, celui-là? La guerre reprend donc très tôt entre Réservation Québec et les agences qui œuvrent auprès des hôteliers québécois, comme Le Réseau ou Vacances Famille, par exemple. Mais ce sont surtout les grossistes, ceux qui ramènent ici les touristes étrangers, qui vont mener la lutte. C'est le paiement complet puisqu'on est en dedans. Devant leur menace de boycottage, beaucoup d'hôteliers décident de ne pas adhérer au nouveau service. No, I didn't represent this hotel. Résultat, avec moins d'hôtels inscrits et une promotion plus discrète de la part de Québec, le service ne complète que 23 000 réservations la première année, 3 fois moins qu'il en aurait fallu pour défrayer les opérations. En mars dernier, Réservation Québec ferme ses portes. Réservation Québec a cessé ses activités le vendredi 18 mars 1994. Réservation Québec... On aura engouffré plus de 12 millions dans cette aventure, dont 5 millions de fonds publics et 1,2 million du Fonds de solidarité de la FTQ. C'est une leçon, je pense, pour le gouvernement. Dans des projets de privatisation de services de nature publique, il est inévitable qu'il va y avoir des controverses de susciter. Il est inévitable qu'une dimension politique du dossier se développe. Ce n'est pas, à mon avis, à l'entreprise privée de gérer la dimension politique de ces dossiers-là. C'est aux politiciens de gérer l'aspect politique. Et je pense que, en tant que partenaire d'un projet de privatisation, le gouvernement doit, dans la tourmente, maintenir le cap et continuer de respecter ses engagements de départ.
Une expérience bien coûteuse que celle de Réservation Québec. Espérons seulement que cette expérience pourra servir à éviter de pareilles erreurs dans les privatisations qui viendront. Tout de suite après cette pause, nous allons ensemble revivre quelques-uns des meilleurs moments de la saison d'À tout prix. Où en sommes-nous dans l'acceptation des droits des homosexuels? Une question d'actualité au magazine Enjeu, mercredi 21h. Avez-vous de l'audace? Nous allons devoir faire place aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Mais avant de vous laisser, on a voulu, tous ensemble, tous les membres de l'équipe, vous offrir un cadeau. Vous offrir un souvenir que vous garderez en tête, on l'espère, jusqu'à notre retour l'automne prochain. Vous allez donc voir au cours des prochaines secondes quelques-unes des personnes qui ont marqué notre saison 93-94. Quelques-unes de ces personnes qui ont accepté de nous faire partager leur quotidien, qui ont accepté de nous faire partager les moments parfois heureux, parfois plus difficiles aussi, qu'elles ont eu à traverser. Ce sera notre façon à nous de leur dire merci. Regardez bien ces gens. Ce sont les visages d'À tout prix. Nous avons voulu connaître la suite de leur histoire. Partout au Québec, le programme pour décrocheurs mis sur pied par Normand Maurice est en train de faire école. Au Mexique, le restaurant de Paul, Michel et Alexandre est finalement ouvert. Et à Thetford Mines, Paul-Émile Fortin examine toujours avec passion les comptes de nos gouvernements. La tabacultrice Lise Bérard attend impatiemment le vrai début du printemps. Et comme Marielle et Gérard Tétrault, elle se réjouit bien sûr de la baisse des taxes sur les produits du tabac. L'Association des propriétaires mécontents, dont fait partie Daniel Leblanc, compte aujourd'hui une centaine de membres. Michel Leblanc, lui, n'a toujours pas vendu sa maison. La clientèle de l'experte en sinistre Louise Beauregard ne cesse d'augmenter. Et à Saint-Janvier, les greniers ont dû se résoudre à payer leur compte de taxes controversés. Denise Véraud est toujours la seule femme à la barre d'un chantier maritime. L'inventeur de vélo Pierre Blanchard a en tête des dizaines d'autres trouvailles. Le maire Harvey de Saint-Eugène se félicite du succès de son bureau de poste. Jean-Guy Haussan n'a pas encore trouvé d'emploi en informatique. Normand Baudouin est maintenant de retour à son poste. Après 4 mois d'attente, Henri Dorval a retrouvé sa place dans la fonction publique. Et depuis notre reportage, Guy Lacasse est très demandé comme conférencier. Cette année, nous avons fait des milliers de rencontres. Avec M. Barrette, Guy Aymon et Daniel Saint-Georges, Gaston et Marc Dumont, Robert Pilon, Roland Simard et Shirley, la reine des coupons rabais. Regardez bien ces gens. Ce sont les visages de l'économie. Ce sont effectivement de bien beaux souvenirs.